Bonjour, bienvenue dans Roule à toi, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro de décembre, ici à Lacanau, l'un des hauts lieux du surf en France, rencontre avec Juliette Brice, la récente championne de France canolaise. Rencontre également avec l'une des grandes figures du shape. Il s'agit de Gérard Despéry, un demi-siècle d'histoire. Et enfin, dans notre rubrique A360, gros plan sur le subfoil. Mais on commence, comme chaque mois, par toutes les images de la planète surf. Pierre Rollet, le basque conquérant de l'impossible. Pierre a effectivement un parcours qui n'est pas unique, mais qui est particulier par rapport à une majorité des surfeurs de son niveau. Dans le surf de grosse vague, il n'y a pas que du attention, on va mourir, on va se faire mal et on est des extraterrestres. Il a envie d'être vraiment dans le plaisir de surfer des grosses vagues et pas être dans le fait de se dire c'est mon travail donc il faut que je le fasse. Un peu moins d'adrénaline, quoique, mais un maximum de plaisir également pour Clément Rossero. Le bonheur, c'est simple aussi comme une vague parfaite de Maud Lecard dans les Landes. La glisse à l'état pur. La perfection encore et toujours avec ce tube de Johan Duru. Les vagues de Cabreton, terrain de jeu idéal pour l'Open de France de bodyboard, féminin et masculin, début novembre. L'ultime compétition de l'année et les derniers podiums de 2021. 2022, c'est maintenant pour Sea Surf. L'association fondée et dirigée par Claudie Robin permet à des déficients visuels de surfer. La campagne de dons pour organiser les sessions de l'été prochain est ouverte. Tout a commencé pour elle ici sur ces vagues de Lacanau, son jardin. Aujourd'hui à 22 ans, elle est la nouvelle championne de France de surf. Bonjour Juliette, vous avez commencé à surfer ici, Ouais. à Lacanau. Pourquoi vous avez commencé à faire du surf? Pourquoi le surf en fait? Alors j'ai commencé à surfer, je pense parce que mon père surfait depuis longtemps et j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi qui surfe aussi. Donc très vite, dès que j'ai eu l'occasion, mon père m'a mis sur une planche au début à plat ventre, puis après dès que j'ai pu me lever, j'ai commencé à surfer. Et très vite du coup j'ai suivi les pas de ma sœur, j'ai été inscrite au surf club dès que j'ai eu l'âge, vers 6 ans je crois, j'ai commencé les cours et depuis je me suis jamais arrêtée, donc voilà. Alors il y a eu très vite la compétition dans votre jeune Ouais. carrière, et puis ça s'est arrêté là un peu. Ouais. Vous avez décidé de faire une longue parenthèse. Pourquoi? En 2015, surtout là, j'ai eu un petit peu le point culminant de ma petite carrière où j'ai fait championne d'Europe. Donc je faisais le circuit pro junior en Europe. Et donc je me suis posé la question de si je voulais en faire mon métier. J'étais pas prête à faire tous les sacrifices, je pense, qui sont nécessaires pour vivre de ça. Et je voulais que ça reste quand même un plaisir. Et donc dès que j'ai eu 18 ans, en fait, que la question s'est posée, c'est un peu une période de transition dans le surf. On change de catégorie, donc on n'est plus junior. Là, ça devient, on passe le bac, donc à partir de ce moment-là, il faut choisir si on fait des études ou si on vit de ça. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai directement décidé de faire mes études. J'ai eu la chance, grâce au surf, de bénéficier de certains avantages parce que je suis rentrée en école de kiné en fait sans faire l'année de médecine. Cette année, par hasard, j'ai fait les qualifications pour les championnats de France qui m'ont menée aux championnats de France. Et grande surprise, j'ai pu les gagner, donc c'était incroyable. C'était inattendu, mais voilà. Vous étiez vous-même la première surprise, malgré votre niveau quand même? Tout le monde m'a dit, bon, tu te mets pas la pression, c'est plus facile pour toi. Mais après, quand on a eu l'habitude de faire des compétitions comme ça, quand on remet le lycra, c'est comme avant. Donc en fait, une fois que j'étais à l'eau, j'avais envie de gagner ou de faire un bon résultat en tout cas. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous gagnez là? J'étais super contente, mais au final, j'y croyais pas trop.
Donc c'était super, mais je pense que j'ai même pas vraiment eu une explosion énorme de joie parce qu'en fait je pense que j'y croyais pas trop au début. Donc après c'était super de gagner mais aussi de partager ça avec tous mes copains qui étaient aussi surpris que moi, qui étaient super contents. Donc c'était top. Elle avait arrêté les compétitions, donc elle y allait plutôt en dilettante pour profiter du surf et des copains. Donc bonne surprise, très très bonne surprise. Je pense qu'elle était détendue, elle n'avait pas la pression quand elle faisait les compètes, donc elle y est allée comme ça pour le plaisir, quoi. Et ça change tout. Et maintenant, la suite. Bon là c'est l'automne, après l'hiver, les compétitions font des pauses, mais ça vous a un peu pas remis des choses en question, parce que vous terminez vos études de kiné cette année. Ouais. Est-ce que vous dites, ça me fait réfléchir un peu à l'idée de refaire des compétitions ou pas? Alors j'ai été contente, en fait ça m'a prouvé que je pouvais encore venir sur une compétition, bien surfer, montrer ce que je sais faire. Donc ça c'était super. Après, j'ambitionne pas de me relancer dans quoi que ce soit parce que de toute façon c'est trop tard. Et puis il y a des filles super fortes qui s'entraînent beaucoup parce que moi c'est vrai que finalement je m'entraîne plus. Et donc après j'ai vachement profité de ce moment-là. Du coup je me pose la question, une fois que je serai diplômée, que je pourrai faire un petit peu plus ce que je veux en fonction de comment je travaille et tout ça, je me dis pourquoi pas éventuellement refaire une compétition de temps en temps. Mais je me relancerai pas dans une carrière, on va dire, je pense pas. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Juliette d'avoir répondu à nos questions. Puis à bientôt sur les vagues ici de Lacanau ou peut-être d'ailleurs ouais. un petit peu. Merci Juliette. Avec plaisir. Juliette Brice, presque une exception. La plupart des titres de ces championnats de France ont été trustés en effet par les surfeurs d'outre-mer. Pourquoi? Les réponses avec Eric Sintas et Emmanuel Gir. Il y a peut-être un secret de fabrique outre-mer. Malgré l'éloignement et la crise requin, les Réunionnais sont toujours les premiers à donner le signal fort. Cette année, ce sont les filles en longboard avec Alice Lemoine et Metsi Machado qui ont lancé la moisson. C'est beau de voir au championnat de France qu'il y a autant de filles qui ont du niveau, ça me fait vraiment trop plaisir pour cette discipline. Et vraiment, je suis super contente de l'emporter. Je suis sûre qu'ils vont tout faire péter parce que la Réunion, elle est là. Esprit de groupe, ensemble, les Bleus sont sur la plage et on les voit. Ce rendez-vous, pour rien au monde, il ne leur raterait, hormis la parenthèse 2020, c'est ancré dans leur tête. C'est devenu maintenant chez nous une institution, la Ligue de surf, le déplacement au championnat de France, puisqu'on veut vraiment garder cet esprit d'équipe. Et c'est ce qui fait notre force. Donc on est perpétuellement ensemble, en groupe, on supporte toujours nos compétiteurs dans l'eau. Les pros aussi adorent revenir encadrer la marmaille. Maxime Husneau ou encore Jorgane Cousinet qui en finale Open triomphe du Guadeloupéen Thomas Debière. Ne pas oublier d'où on vient. J'adore représenter la Réunion, je suis parti de là, j'étais un petit comme eux, les grands m'ont soutenu. Et c'est le parcours qu'on prend pour pouvoir après aller plus tard vers les pros et c'est bien de venir soutenir les jeunes. Il faut aussi qu'on arrive à avoir des jeunes techniciens qui apportent une idée nouvelle et puis un mélange avec les anciens qui ont l'expérience, l'expertise. Et c'est ce mélange qui a fait que cette année, on réussit. Le plus célèbre d'entre eux est Amaury Laverne, double champion du monde de bodyboard, sacré à 9 ans champion de France, et dans les traces duquel arrive une génération de bodyboarders surdoués. Mais quand la Réunion lance la chasse aux médailles et aux titres, la Guadeloupe enchaîne derrière. Sur le spot du Tanchette, cette belle histoire du frère et de sa sœur. Peyo a 18 ans, il est autiste léger, il décroche son 4e titre en parasurf. Sa petite sœur d'un an de moins décroche son premier titre à 24 heures d'intervalle, tous les deux. J'ai toujours surfé avec lui en Guadeloupe, on surfe souvent ensemble et il se débrouille très bien, il a un super sens marin et tout ça. Et c'est toujours un plaisir de le voir surfer tout seul.
Naya Millo, c'est la persévérance récompensée. Kim Veto, ancienne surfeuse devenue coach de l'équipe cette année, savoure cette relève qui arrive. On arrive toujours à ramener un ou deux petits champions qui sont là, donc en fait on montre qu'on est encore présent, que voilà, on continuera à développer le surf, que tous les gens en Guadeloupe, tous les moniteurs de surf, ils font en sorte de nous sortir des champions, et en fait grâce à tout ça, nous quand on arrive au chemin de France, on a des petits bijoux. Le surf made in Guada, c'est aussi une génération de gosses surdoués. On les a bouffés! Comme Hugo Fleury, sacré à 11 ans. Du kiff, plein de kiff, j'adore. J'adore les sports de glisse depuis tout petit et le surf, vraiment, j'accroche. Si Te Aupo a été choisi comme prochain site olympique du surf en 2024, c'est un vrai symbole du dynamisme de ce qui se passe dans nos îles lointaines. L'histoire de la station balnéaire girondine, c'est aussi celle du Lacano Pro, la première compétition professionnelle à avoir été créée en Europe sur le circuit international. Le Lacano Pro, 40 ans de souvenirs, un livre et un auteur local, Laurent Ambrois. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un livre sur l'histoire du Lacano Pro. Est-elle si riche que ça, cette histoire? Ah, c'est peu de le dire. Elle est très très riche parce qu'il y a plus de 40 ans d'histoire, vu que la première édition a eu lieu en 1979. Il y a beaucoup de choses à raconter, hein. On part d'une petite compétition, et c'est pas péjoratif, pour arriver à un moment de grâce absolue à la fin des années 80, où la compétition devient la plus grosse entre guillemets au monde, hein, devant Hawaï, devant l'Australie, devant l'Afrique du Sud, avec un prize money énorme, avec une logistique énorme. Et après, ça, c'est pas un déclin, mais elle devient un peu moins importante. Il y a une refonte du système mondial des compétitions, et aujourd'hui elle survit. Pourquoi la Lacano à l'époque était la première compétition professionnelle en France et en Europe? Pourquoi la Lacano et pourquoi pas ailleurs à l'époque en fait? À la fin des années 70, un groupe de copains, surfeurs, qui étaient là. Il y avait déjà un petit surf club, hein, qui s'appelle Lacano Surf Club, hein, aujourd'hui, et qui était là, qui regardait des surfeurs australiens s'exercer sur les vagues, et ont décidé de créer une compétition, en fait, se dire c'est sympa, si ces gars-là sont là hors saison, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Et au fur et à mesure, un groupe de bénévoles, de copains et de copines réussit par les relations, par le système D, à faire venir quelques professionnels mondiaux ici. La première compétition est née comme ça, en 1979, et ça a fait rêver tout le monde. Votre souvenir, le meilleur, quel est-il en fait? C'est Tom Curren qui gagne ici, c'est le début de Kelly Slater, c'est peut-être Barton Lynch et tous ces grands noms. Est-ce qu'il y a un souvenir qui se dégage? Parce qu'il y a eu des filles aussi, bien évidemment. Tom Curren, Tom Carroll, Damien Hardman, des gens comme ça qui m'ont fait rêver. Et j'ai eu la chance, vous avez parlé de Kelly Slater, je l'ai vu commencer à Lacano, dans ce qu'on appelait les trials à l'époque, où il y avait entre 300 et 400 surfeurs qui passaient une première série de qualifications pour intégrer après le tableau mondial. Et on a vu l'ascension de Kelly Slater et la passation de pouvoir quelque part entre Tom Curren, que vous avez évoqué, et Kelly Slater, quoi. Et deux générations différentes, deux philosophies différentes, mais qui finalement se rejoignaient sur la professionnalisation du surf. Et puis après, les filles aussi, c'était magique, hein. Wendy Botta, Kim Merrick, des grandes championnes. Voilà, moi ça m'a fait rêver. Il y a eu des grandes championnes, des grands champions, il y a eu Tom Curren, il y a eu Kelly Slater, et il y a eu aussi, en 2011, c'était il y a 10 ans, un certain Gabriel Medina. Il avait 17 ans, il a remporté à l'époque le Lacano Pro. Depuis, il est devenu triple champion du monde, plongé dans les souvenirs de la compétition canolaise. Il s'est révélé il y a 2 ans, vainqueur du 6 étoiles Primes. Il est l'objet de toutes les curiosités. Il n'a que 17 ans, mais déjà, les professionnels de la discipline s'en méfient. Gabriel Medina a disputé la demi-finale du Sorous Lacano Pro avec une confiance absolue, un mental d'acier, et tactiquement, il s'est positionné largement au-dessus de son adversaire. Je suis en confiance, je me sens prêt. C'est ma 2e finale ici. Mon père est là, je suis bien entouré et tout se passe bien. Le jeune prodige brésilien en rouge, qu'on surnomme machine à petite vague, s'est démarqué de son adversaire américain Kolohe Andino. Il choisit les meilleures vagues. Gabriel, qualifié aussi de surfeur aérien, a tout de même assuré le spectacle malgré des conditions météo défavorables. C'est dommage qu'il y ait eu une interférence d'entrée qui a peut-être un peu tué le match, puisqu'à ce moment-là, Gabriel avait été noté sur 2 vagues, son prétendant était noté sur 1 vague et demie, et c'était clair qu'il était en meilleure position psychologique
Mais on sait une chose, c'est que Gabriel est vraiment prêt aujourd'hui. Il a survolé sa demi-finale. Lors de cette demi-finale, le ton est vite donné. Gabriel joue le tout pour être en finale. Objectif atteint, son rêve, faire partie des meilleurs mondiaux. Des places qui valent cher, mais rien n'est impossible pour le jeune Brésilien. Il se débrouille bien, puis c'est assez fluide comme Flores. C'est des surfeurs nouvelle génération qui vont très très vite sur les vagues. Gabriel Medina, grand vainqueur de cette compétition, il obtient 19,23 sur 20. Il s'agit du plus haut score en finale, jamais atteint au Sorous Lacano Pro. Ce n'est plus l'âge d'or comme à l'époque, avec les plus grands surfeurs et surfeuses de la planète. Quel avenir vous voyez pour cette compétition? Est-ce qu'on le maintient à la même période, en été, ou est-ce qu'on le fait un peu plus tard, peut-être en septembre, pour bénéficier de meilleures conditions de vague? La réponse, moi je ne l'ai pas, mais j'espère qu'on l'aura bientôt, et je pense qu'il faut continuer cette compétition, parce que voilà, il n'y a pas de raison. 40 ans, c'est jeune quoi, alors il faut continuer. Merci beaucoup Laurent d'avoir répondu à nos questions. 40 ans d'histoire du Lacano Pro. Il était une fois le Lacano Pro, on pourrait résumer ça comme ça. À bientôt dans les librairies au printemps. Merci Laurent, à très bientôt. Merci à vous. En 1994, elle n'aurait jamais remporté le Lacano Pro sans lui. À l'époque, Pauline Menser avait surfé sur une planche conçue par Gérard Despéry, l'un des plus grands shapers de l'Hexagone, rencontre chez lui dans son atelier à la Cano. C'est la planche avec laquelle Pauline Menser a gagné le Lacano Pro en 1994. Derrière, c'est la première planche expérimentale que j'ai fait, le premier prototype où j'ai fait beaucoup d'expériences sur les systèmes de dérive. Bonjour Gérard, merci de nous accueillir ici chez vous à la Cano, dans votre atelier. Vous avez commencé ici au tout début des années 70, ouais. Tout autre contexte, avec toute autre forme de planche. Qu'est-ce qui vous a mené au surf d'abord? Le surf, c'était le fait de vivre les vacances et les week-ends ici. Enfin, je suis bordelais d'origine. Voilà, toutes les vacances d'été, les week-ends se passaient à la Cano. Et donc, le surf a été un jeu de plage supplémentaire. Au tout début, la première fois que je suis monté sur une planche, j'avais 13 ans. Vous avez surfé toute votre vie, vous, quand tu as surfé? Oui. Un petit peu moins, un petit souci de genou, mais vous glissez toujours. Ah oui, non, j'ai surfé toute ma vie. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, en fait? Moi, je ne peux pas être très longtemps loin de l'océan, quoi qu'il en soit. Même si je ne surfe plus ou beaucoup moins maintenant, j'ai besoin d'être très près, de le voir, de le sentir, de l'entendre, de le humer. Au pied de la dune. C'était une réponse peut-être à une envie de fabriquer du matériel, d'aller jusqu'au bout peut-être? Non, à la limite au début c'était d'abord le besoin absolument nécessaire, c'était de se réparer ses planches puisqu'il n'y avait personne qui réparait. Et donc réparer ses planches, réparer les planches des copains, réparer des planches cassées en deux, et puis s'habituer aux matériaux, et puis un jour l'envie de faire une planche avec un pote. Et de là, la première planche, une seconde vendue, une troisième, et puis voilà quoi, le chemin était ouvert quoi, à la fabrication. Alors vous avez fabriqué des planches aussi pour des surfeurs et surfeuses de haut niveau professionnels. Ici pour le Lacano Pro, il y a la planche d'ailleurs pas très loin de l'Australienne qui avait gagné en 1994, Pauline Menser. Comment c'était arrivé en fait? C'est une question de contact, d'affinité, de confiance, et c'est vrai que ça a été un immense plaisir pour moi de satisfaire des surfeurs de ce niveau-là, qui étaient sensibles à ma perception de la glisse. Et oui, ça a été une prise de confiance en moi très importante, le fait de pouvoir leur faire des planches, ouais, oui. Ça aurait pu se faire aussi avec Alice Letter? C'est pas passé loin. Ça a été une occasion ratée. Voilà, il y a une petite anecdote que sur un Lacano Pro, la nuit, il s'est fait piquer toutes ses planches sur le parking du front de mer, et j'aurais pu lui faire une ou deux planches en urgence. Il y avait Simon Anderson qui était dans les Landes à ce moment-là, c'est lui qui lui a fait les planches, voilà.
Mais c'est la vie. Un défi encore, il vous reste ou pas? Un défi? Non, à la limite, oui, peut-être un défi. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir laisser aller un peu ma créativité, parce que jusque-là, j'ai toujours essayé d'optimiser, de faire le meilleur de ce que je pouvais faire pour les surfeurs. Mais c'est vrai que de me laisser aller à mes inspirations de vision du Shep, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire dans les années futures, oui. Oui, c'est pas impossible. Oui. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup, Gérard, de nous avoir accueillis aujourd'hui, puis à bientôt dans votre atelier ou sur les vagues, ou pas très loin des vagues de la Cano. Merci. Pas de problème. Au revoir. Dans la rubrique A360 ce mois-ci, gros plan sur le subfoil, une discipline technique, spectaculaire et très physique. Regardez. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan, je suis enseignant à MNS depuis plus de 15 ans sur la côte landaise et aujourd'hui je vais vous présenter le subfoil. La grosse difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire de canard comme en surf à cause du foil qui mesure 80 cm. Du coup, il faut absolument avoir plus de pied pour bien positionner le foil et commencer à se mettre debout dessus. On peut passer la mousse sur les genoux ou sinon on peut le faire debout. Alors quand on débute, il vaut mieux privilégier les spots où il n'y a personne, et bien sûr être muni d'un casque ainsi qu'un gilet de protection. Le gros avantage qu'apporte le foil, c'est que ces vagues qui sont totalement inintéressantes pour le surfeur lambda, ça peut être un petit paradis pour la personne qui fait du foil. Allez, on rame fort. On rentre fort et dès qu'on se fait. Allez, voilà. Oh là. Allez, on va remonter comme ça. On va remonter au pic. Avec la méthode du pumping. Alors le pumping, c'est très simple. Il faut alléger son poids au maximum pour faire voler le foil et continuer à générer de la vitesse. Ce qui demande pas mal d'efforts physiques. Ah, celle-là est cool. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut, tant qu'on a de l'énergie, des cuisses et du cardio. Allez, c'est parti. Allez. Et ça c'est cool. Wouhou. Et le plaisir, c'est de voler au-dessus de l'eau avec une bien plus grande vitesse que le surf, en retirant la contrainte de partir au pic à la rame. C'est la fin de cet Oulatoua. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve début janvier. Excellente fête de fin d'année. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien.